Cette semaine, au Balado, on parle du rapport sur les prix alimentaires 2026 avec le Food Professor Sylvain Charlebois. Et on analyse le projet de loi visant à renforcer la laïcité au Québec avec le politologue Marc Chevrier. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine. Libre Média et bien plus. Et pour la première partie de ce balado, j'ai la joie d'être en compagnie de Sylvain Charlebois, docteur Sylvain Charlebois, alias le Food Professor. Bonjour. Bonjour. Alors, Sylvain Charlebois, vous êtes bien connu dans les médias depuis plusieurs années, puis depuis finalement que l'inflation alimentaire a vraiment devenu une priorité pour les Canadiens, les Québécois. Et donc, c'est pour ça qu'on vous voit de plus en plus. Et c'est une joie de vous recevoir pour parler de ce rapport dont vous êtes l'un des principaux experts, là, le Canada Food Price Report, donc le rapport 2025 sur les prix de l'alimentaire, finalement, qui est à sa 15e édition. Donc, vous commencez à voir véritablement... 16e. Ben, c'est la 16e édition, c'est ça? Ouais. Donc, vous êtes en vraiment accumulé un paquet de données. Justement, vous êtes en mesure de déployer un peu les grandes tendances. Là. Ce qui a fait surtout les manchettes, c'est justement l'augmentation du panier d'épicerie qui devrait être d'environ peut-être 1 000 $. Donc, c'est un peu le chiffre qui était un peu dans les médias ces jours-ci. Et je rappelle aussi que vous êtes un professeur à l'Université Dalhousie, mais vous êtes actuellement visiting scholar à l'Université McGill. Alors, beaucoup de choses qu'on aimerait déployer avec vous, mais pouvez-vous nous présenter d'abord le concept même de ce rapport annuel et quelles sont un peu les méthodologies que vous utilisez pour arriver justement à prévoir ce qui s'en vient pour l'alimentation au Canada? Ouais, en fait, en 2009, je prenais une bière avec un collègue. C'est comme ça qu'on fait de la recherche. Hein? On s'inspire autour d'une bière. Puis, on se demandait à l'époque, on sortait de la crise financière, hein, 2008-2009. Puis, il y avait les prix explosaient. Hein, puis on se posait toutes sortes de questions. Est-ce que de la spéculation, changement climatique, qu'est-ce qui affecte les prix, tout ça? Puis on s'est dit peut-être que ça serait important de faire un recensement des facteurs puis de voir quels sont les facteurs les plus prédominants qui affectent les prix alimentaires finalement. Puis c'était moi puis Francis Tapon, c'est un Français là, à Guelph. Moi et lui, il est à la retraite aujourd'hui. Là, il n'est plus impliqué du tout dans le rapport, ça fait déjà une dizaine d'années. Et puis on a décidé d'utiliser l'économétrie à l'époque. C'était pas, il n'y avait pas d'IA encore. C'était l'économétrie, puis on avait fait des pronostics, puis on avait carrément écrit un courriel qu'on a envoyé à des journalistes. Et puis, les journalistes ont vraiment couvert la nouvelle. Là. Et puis, c'est là qu'on a vu qu'on avait quelque chose. Et puis, on a décidé par la suite de s'organiser puis de commencer à publier un rapport annuel, finalement. Et puis, c'est avec les années qu'on a commencé à utiliser l'apprentissage machine, là, donc l'IA, finalement, pour faire nos pronostics. On a délaissé l'économétrie pour faire le pronostic. Puis, qu'est-ce qu'on fait, dans le fond? C'est qu'on a une équipe de prévision. C'est des gens qui sont en sciences informatiques. Puis, eux nous présentent, en fait, le bilan pour l'année et puis ensuite, quels sont les pronostics pour l'année suivante en utilisant des données de partout dans le monde, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Et puis nous, on est en moyenne 20 à 25 aviseurs, des chercheurs. On était 25 cette année. Puis nous, on échange. Puis ensuite, moi, en tant que chef de projet, mon travail, c'est d'arriver à un consensus et puis aussi d'aller chercher les éléments qui sont perçus comme étant importants pour l'avenir de la nourriture. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est avec l'esprit derrière le rapport annuel, c'était vraiment de permettre aux Canadiens, aux gens, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'épicerie. Parce que souvent, les gens
pense que tout se passe à l'épicerie, mais c'est un système qui est très complexe. Alors, on voulait vraiment permettre aux gens d'apprécier la complexité des chaînes d'approvisionnement. C'est sûr qu'on échoue là, actuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en tiennent aux bannières puis qui accusent les bannières d'exagérer. Ça, pour moi, c'est un signe qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension totale du système. Mauvaise compréhension, mais quand même, dans votre rapport, vous proposez justement parce qu'il y a une part de la responsabilité que vous dites vous-même est sur du côté justement des grandes chaînes qui font d'une certaine façon de la vente aux enchères et tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de dynamique d'un peu de monopole qui s'est construit au fil des acquisitions et des merger and acquisition, là, les M&A qui se sont faits au cours des années et ça a créé. Mais pour moi, c'est un symptôme à un plus gros problème. T'sais, les entreprises vont s'adapter à un environnement pour demeurer compétitifs. On peut pas les blâmer pour ça. Mais c'est comme quand j'ai travaillé avec le ministre Champagne il y a quelques années sur l'inflation alimentaire. Il m'a demandé, bon, on devrait appeler qui? On devrait inviter qui pour venir au Canada? Je dis, tout le respect que je vous dois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une compagnie va venir au Canada si elle pense qu'elle va pouvoir faire de l'argent. Puis les conditions actuellement sont pas là pour faire de l'argent. Pour deux raisons. Il n'y a pas de création de richesse, ou il y en a peu. Puis deuxièmement, parce qu'on parle d'alimentation, là, s'il y a moins de monde ou les gens ont moins d'argent, s'il n'y a pas de place. Là. Puis l'autre chose, c'est qu'on a affaire à des entreprises qui contrôlent très bien le marché. Moi, je me souviens bien que la raison pourquoi il y a un oligopole au sein de la distribution alimentaire au Canada, c'est en raison de l'invasion américaine de Walmart et de Costco des années 80-90. Puis un ministre Champagne voulait inviter d'autres mondes. Ce que je lui ai dit, ben OK, on a la gouvernance qu'on a aujourd'hui en raison de l'invasion américaine. Voulez-vous créer une autre invasion pour avoir encore plus de consolidation? C'est là où on s'en va. C'est là qu'il a compris que ça n'a pas d'allure. Là. On peut pas comme jouer avec les marchés comme ça. Puis dès qu'un gouvernement joue avec les conditions de marché, c'est là qu'on s'avance dans le trou. Et on peut penser aux nombreuses causes. C'est justement ce qu'on aimerait essayer de voir ensemble aujourd'hui. Mais Sylvain Charlebois, parlez-nous un peu quelle est la réalité là, sur le terrain. À quoi peut-on s'attendre cette année pour le prix des aliments? Est-ce que la situation véritablement va s'aggraver selon vous? Malheureusement, oui. On s'attend à des hausses de 4 à 6 %. Donc, pour une famille de 4, en moyenne, c'est un autre 1 000 995 $ pour acheter le même panier idéal qu'en 95. Donc, un autre 1 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et puis, tout ça va être poussé par les viandes, le centre du magasin aussi, les produits secs, là, donc café, nouilles, sauce, noix, ce genre de trucs-là. Et puis ensuite, les légumes. Les légumes, quand on regarde de 2025, on a été épargnés. Hein? Les légumes, les fruits n'ont pas augmenté tant que ça. D'ailleurs, le taux d'inflation dans ces sections-là était dans le négatif. Donc, on s'en est bien sorti malgré l'achat local et tout ça, là, dans le mouvement anti-américain. Fait que tout de même, on s'en est bien sorti malgré tout. Mais et puis la restauration aussi, on s'attend à des hausses 4 à 6 %, essentiellement parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne boivent plus et les restaurateurs doivent faire de l'argent autrement. Donc, on va probablement avoir un réajustement de prix sur les menus, là, essentiellement. Alors, en gros, ça garde pas bien. Donc, c'est pour ça probablement que notre rapport la semaine passée a explosé. Là. On a eu... je pense que c'est 200 demandes d'entrevues. L'étendue du marché était d'à peu près 902 millions de personnes. Là. C'était une année record. Là. On n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Mais essentiellement, les gens s'en tiennent aux 2 premières pages du rapport. Ils lisent pas les 36 autres pages parce que dans les 36 autres pages, on explique un peu ce qu'on voit, mais les gens s'intéressent particulièrement aux pronostics.
Vous avez écrit un article justement dans la presse là, cette semaine et il y a un beau graphique qui montre bien la situation, c'est-à-dire que on utilise le même mot, c'est-à-dire inflation pour il y a l'inflation générale qui est souvent due à des processus économiques des banques centrales qui impriment de l'argent comme on dit en bon québécois, ouais. Mais il y a aussi la question l'inflation alimentaire et on voit à quel point les deux lignes se séparent. Elles continuent à être parallèles au sens haussier, mais vraiment l'inflation alimentaire est pire que l'inflation générale. Qu'est-ce qui explique un peu là, cette distance entre les deux, que l'inflation alimentaire soit si haute par rapport à l'inflation générale? Tant et aussi longtemps qu'on n'arrêtera pas de considérer notre problème d'inflation alimentaire comme étant cyclique ou temporaire, là, on va toujours s'empêcher de voir le véritable problème. Puis le véritable problème date de 2008-2009. Là, on s'en est jamais sorti de la crise financière du point de vue alimentaire. On a perdu beaucoup à l'époque et puis on l'a jamais reconnu. Puis c'est ce que je tente, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'inviter les gens à vraiment reconnaître le grand portrait, là, vraiment ce qui se passe. Là. Parce que quand on compare le Canada avec les États-Unis, ce que je fais dans l'article d'aujourd'hui, là, c'est que quand on regarde le taux d'inflation alimentaire aux États-Unis avec le taux d'inflation général, les deux se suivent. Hein? On le voit là pas mal. Là. Même après la crise de 2008, pas au Canada. Depuis 2008, sous Harper, parce que les gens adorent blâmer Trudeau et puis Carney. Sous Harper, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est sûr que les politiques depuis 2015 ont vraiment empiré les choses parce que dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on tentait de régler de faux problèmes ou de masquer en fait certains symptômes finalement. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps, là. Puis il va falloir arrêter ça. Donc, dans le fond, notre problème d'inflation alimentaire est un problème structurant et puis qui est lié à vraiment à un manque d'investissement dans les infrastructures, la gestion de l'offre, les barrières interprovinciales, les règles au niveau de la main-d'œuvre, les règles fiscales. Il n'y a pas le prix de l'énergie aussi, on peut penser, justement, même, un peu avant la pandémie, il y avait cette question du propane ou du gaz naturel qui faisait défaut. Et donc, là, les producteurs laitiers commençaient à crier, justement, à cause des blocages qui se faisaient sur le chemin de fer. Bon, on voit que l'énergie, le prix de l'énergie est très lié à la source même de l'alimentation chez les agriculteurs eux-mêmes. Est-ce que c'est une cause que vous avez ciblée, vous? On ne sera jamais à l'abri de ça parce qu'il y a des cycles partout dans le monde, même les Américains. Je pense, par exemple, au changement climatique ou à l'Ukraine ou à la COVID. Bon, la COVID, qu'est-ce qu'on a eu comme legs? Des chaînes d'approvisionnement affaiblies. Avec l'Ukraine, des coûts d'intrants qui explosent. Et avec la géopolitique, bien sûr, actuellement, c'est l'incertitude totale. Mais quand nos entreprises n'ont pas d'option, ou n'ont pas la capacité de bouger ou d'investir ou de faire quelque chose au niveau stratégique, c'est là qu'on a vraiment une chaîne vulnérable. Là, je parle surtout de la transformation, parce que la transformation, pour moi, c'est le point d'ancrage stratégique pour l'ensemble de la chaîne. Si on n'a pas une transformation solide, tout est plus difficile à faire. C'est difficile de supporter nos producteurs, c'est difficile d'innover, c'est difficile d'effectuer une croissance économique qui est enviable là, finalement. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Et la transformation au Canada, là, il y a deux groupes. Il y a les CPG, les grandes multinationales qui ont des entreprises, et il y a les petites compagnies là, de quelques employés. Là. Entre les deux, là, j'appelle ça le unscalable middle, donc le milieu qui ne peut pas prendre l'expansion. C'est vraiment eux qui ont de la difficulté à réussir. C'est très difficile. Si on compare, par exemple, le Canada avec le G20, ce qu'on vient de faire avec MNP, c'est une firme de consultation. On a comparé justement le Canada, sa performance avec d'autres en ce qui a trait à permettre à certaines entreprises de prendre plus d'ampleur, de développer des marchés. Le Canada est bon dernier. Il est bon dernier. Soit qu'on perd nos entreprises ou ils ferment carrément. Donc, puis c'est eux, c'est ces entreprises-là qui peuvent faire la différence pour ce qui est de l'abordabilité alimentaire, de stabiliser les prix à long terme.
D'ailleurs, c'est pour ça que la distribution s'est consolidée, parce qu'il y a une consolidation en transformation aussi, là. Donc, chaque maillon influence l'autre. Donc, c'est pour ça que quand j'entends les détaillants ont trop de pouvoir, ou c'est parce qu'il y a une raison pour ça, là. C'est le produit d'un phénomène vraiment mondial, ou un phénomène plus systémique qui Parce fait que en les sorte. marges des détaillants n'ont pas changé, là, finalement. Presque pas. Il y a des Grosso modo. exceptions, là. Tu sais, c'est sûr que là, quand on parle de marge brute, c'est pas mal stable. C'est sûr que quelques trimestres, là, la blase était un petit peu au-dessus de la moyenne, là. Mais en gros, c'est tout le temps stable. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours tenté d'inviter les gens à regarder les véritables problèmes, mais les véritables problèmes sont pas faciles à comprendre. Ben, vous avez mentionné justement que un des aliments en particulier qui mène à la hausse un peu cette inflation alimentaire, c'est le prix de la viande qui se retrouve dans nombreux repas, et spécialement pour ceux qui aiment comme moi le steak, qui en mangent à profusion. C'est vraiment un aliment qui a explosé. J'arrive d'Argentine, il y a 2 semaines justement pour parler de notre révolution, plus la révolution Milei, mais ça m'a pas empêché de voir le prix de la viande. L'Argentine, c'est un pays producteur et dont la culture vraiment alimentaire est basée sur justement les grillades, comme on dit. Ouais. Et le prix du faux filet revient à peu près au prix où est-ce que nous le payions peut-être il y a 15 ans, là, 2 gros faux filets, à peu près $10. Là. Donc, on est là aujourd'hui, on est plus dans les 40 et 45 ici au Canada. Donc, il y a vraiment une explosion à ce niveau-là. Qu'est-ce qui explique disons que le prix du bœuf en particulier est vraiment inabordable aujourd'hui, et ce qui semble être un peu la tendance là, qui va se perdurer là, en 2026. Oui, l'élément déclencheur, c'était la sécheresse qui a affecté l'Amérique du Nord, ce qui a poussé les producteurs à vendre leurs troupeaux finalement à l'avance. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes économiques actuellement. Puis l'incertitude fait en sorte que juste pour vous arrêter, la sécheresse, ça affecte, disons, le prix du blé, de la nourriture des animaux, finalement. Oui, absolument. Le même scénario s'est passé en 2014, hein? Mais il y a eu un réinvestissement parce que on vivait un autre contexte géopolitique, puis surtout, les producteurs étaient plus jeunes. Maintenant, ils sont beaucoup plus vieux, puis ils n'ont jamais vu les prix qu'ils voient là. Puis ils savent que ça se répétera pas, là. Fait que il y a ce phénomène-là qui se passe actuellement. Mais donc, il y a le bœuf, puis on voit pas comment tout ça va se régler avant 2027 au minimum. Parce qu'à des prix comme ceux-là, parce que vous mentionnez qu'il y a disons, les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas nécessairement renouvelé le cheptel, donc ils ont fait en sorte, parce que justement à cause des prix. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un incitatif aussi à une production, sans rentrer dans des théories du complot, mais est-ce qu'il y a possibilité que justement, puisque le prix du bœuf soit aussi élevé, les producteurs peuvent faire peuvent être rentables en produisant moins et et justement puis créant ainsi une rareté et faisant en sorte que ils gagnent de plus en plus en produisant de moins en moins de viande. Est-ce qu'on peut voir cette logique-là s'appliquer ici au Canada, selon vous? Je me pose la question. D'ailleurs, aux États-Unis, vous savez qu'on importe plus de viande de l'Argentine maintenant, du Brésil, et on enquête auprès des transformateurs bovins, là. Au Canada, il n'y a rien qui se passe à Ottawa, ce que je trouve bizarre. On n'enquête pas, on vérifie pas, parce que au niveau, on peut savoir à peu près combien d'argent font les producteurs, on peut savoir à peu près combien d'argent font les distributeurs, mais en transformation, il y a 2 compagnies qui contrôlent la transformation bovine au Canada. Ce sont 2 entreprises privées étrangères, GBS et puis Cargill. C'est tout, là. Donc, on ne sait rien d'eux, là, vraiment, là. Donc, moi, j'aimerais savoir ce qui se passe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a un comité à Ottawa qui existe, justement, qui regarde les importations de bœuf, qui les réglemente pas, mais qui conseille Global Affairs pour savoir, est-ce qu'on devrait importer d'autres bœufs? Puis on ne s'est pas rencontré depuis 2015, malgré le fait que le bœuf est à un prix record. Donc,
je me pose des questions. Là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que Ottawa veut qu'on consomme moins de bœuf? Est-ce que c'est ça? Parce que l'autre chose, là, c'est que les gens commencent à transférer vers le poulet. Et le poulet, c'est sous la gestion de l'offre. Donc, il y a des quotas de production pour la gestion de l'offre. Alors, actuellement, il y a un manque de poulet. On a importé depuis les 6 derniers mois 45 millions de kilos de poulet des États-Unis. Du Chili aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Et pourquoi qu'on n'atteint pas nos quotas? Ça fait 9 cycles d'affilée, donc ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'atteint pas nos cibles de production. Et tout ça fait en sorte que le prix est plus élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'épicerie récemment, mais ça fait 2-3 fois que je vais à l'épicerie puis il ne reste plus de poulet en fin de journée. C'est très difficile. Il manque de poulet sur le marché. Puis le poulet, c'est une viande qui est très populaire. Là. Au sein de la tiercé des viandes, c'est la viande qui vend le plus. Et leur association, si je ne me trompe pas, accuse d'une certaine façon des importations frauduleuses ou disons qui dépassent un peu les importations au moment même où justement les producteurs ne remplissent pas leur quota. Il y a un peu de désinformation qui se fait, non? Ben c'est des gens qui m'envoient de l'information, bien sûr, parce que c'est de l'information qui est difficile à obtenir, mais ce que je comprends bien là, actuellement, c'est que parce que pour la production avicole, on ne veut pas démontrer au public que la gestion d'offre ne fonctionne pas ou que la gestion d'offre a des failles. Donc, on fait tout pour sauvegarder l'image. Donc, ce qu'on est en train de faire carrément, c'est de blâmer les Américains pour l'importation record de poulet, ce qui les empêche de vendre leur propre poulet finalement. Donc, on teste. Là, actuellement, on tente de tester ou de amasser de l'information, des données à la frontière en faisant des tests d'ADN, etc. Parce qu'on ne vend pas nécessairement de la bonne viande là, au Canada. Là, on vend de la vieille viande. On appelle ça foul meat en anglais. Et puis, eux, ils veulent tester, mais avec des tests d'ADN, on ne peut pas tester l'âge d'un oiseau. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent actuellement qui sont archi-politisées. Mais en bout de ligne, qui gagne, c'est certainement pas le consommateur. Non, puis ben, c'est intéressant. Donc, finalement, il y a un déplacement de la viande bovine, du bœuf, vers le poulet. Le poulet. Probablement dans la prochaine année, ça va être aussi vers le porc. Et c'est pour ça qu'on anticipe une hausse de ces viandes-là pour 2026. Oui, on sait aussi qu'il y avait un problème aussi d'exportation du porc canadien en Chine notamment. Peut-être qu'on essaie de pousser véritablement, éventuellement vers le porc, peut-être pour compenser des années de pertes. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à un équilibre? On a recalibré la filière. Là. Donc, oui, la Chine achète moins de porc. D'abord, la Chine produit plus de porc pour elle-même, là, en passant. Fait que, mais on a recalibré, en fait, l'industrie. Là. Donc, on produit pas mal plus qu'on veut. Et puis, le porc, quand même, vit de très bonnes années aussi. Là. Ils ont un bon prix pour leurs produits. Là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à des solutions maintenant qu'on a fait le diagnostic, les causes éventuelles et même obscures que vous avez soulignées? Ah ouais. Sylvain Charlebois, comment est-ce que le gouvernement, si vous étiez, vous, le ministre de l'Industrie ou le ministre responsable, quelles seraient les différentes politiques que vous metteriez en œuvre pour faire en sorte que, justement, les biens essentiels, l'alimentation et en priorité la viande, extrêmement importante pour la santé des êtres humains que nous sommes. Si nous avons des canines, c'est pas pour rien. Ouais. L'évolution nous apprend on s'est détaché de la famille des grands singes, justement, par notre alimentation qui a introduit la viande. Fermons la parenthèse. Quelles sont les différentes solutions que vous proposeriez peut-être à moyen, à court, c'est difficile d'influer à court terme, là, mais mettons à moyen et long terme pour rétablir un peu, disons, une abordabilité de l'alimentation au Canada? Ben, en fait, si on s'en tient à la viande, parce qu'il y a d'autres problèmes, là, mais si on s'en tient à la viande, principalement, on devrait faire enquête. À mon avis, là, on devrait vérifier, voir ce qui se passe sur la transformation. On devrait mandater le comité aviseur de se rencontrer pour aviser Global Affairs
qu'est-ce qu'il y en est des importations de bœuf? Est-ce qu'on peut en importer d'autres? Si oui, pourquoi et quelle quantité, etc. Parce qu'il faut quand même pas pénaliser nos producteurs, là, quand même. On en importe déjà en passant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est juste qu'actuellement, c'est mené par les détaillants, finalement. Mais il n'y a pas de directive d'Ottawa. Donc, il y a un manque de contrôle. L'autre chose que je ferais, puisque les producteurs de poulet ont des quotas sanctionnés par l'État, OK? Moi, j'irais voir les producteurs de poulet pour leur demander des comptes, là. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi votre plan, là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que là, on importe beaucoup. On est supposé de produire ce qu'on a besoin avec la gestion de l'offre, des quotas sanctionnés par l'État qui valent des milliards de dollars. Donc, c'est un choix de société qu'on a fait. Alors, qu'en est-il? Quel est le plan pour justement revenir à la normale et maintenir les prix domestiques à un niveau acceptable pour les citoyens? Moi, c'est ce que je ferais. À long terme, bien sûr, j'investirais davantage ou j'appuierais davantage le unscalable metal. Donc, toutes les entreprises qui veulent en prendre de l'ampleur, ben, je les aiderais. Puis une chose qu'ils peuvent faire, c'est d'éliminer les barrières interprovinciales. Ça, c'est une chose, absolument une chose qu'on peut faire. Mais il y a une résistance au niveau des provinces. Ottawa a fait son travail. Il y a une feuille de route sur table, mais là, c'est vraiment autour des provinces de faire leur travail, puis ils n'ont rien fait, surtout le Québec puis l'Ontario. Alors, juste ça, là, mettre de la pression sur les provinces, là, permettre aux petites entreprises d'établir, de développer des marchés à l'extérieur de leur propre province, ça aiderait énormément, surtout au Québec et en Ontario, mais il n'y a pas de volonté politique. Il y a une petite gêne au Québec, une petite gêne en Ontario, on le voit, là, Doug Ford est très protectionniste. Là. Puis au Québec, en alimentation, il y a un protectionnisme tout à fait historique aussi. Là. Est-ce que selon vous, peut-être essayer de baisser les prix de l'énergie, par exemple en baissant les taxes sur disons les produits pétroliers, que sais-je, qui sont consommés par les éleveurs et tout ça, est-ce que ça pourrait éventuellement être des solutions aussi qui pourraient apporter un peu leur grain de sel et faire baisser les prix? Ben pour l'instant, l'énergie n'est pas un facteur. Ça l'a déjà été, mais pas pour l'instant. Ça peut redevenir un facteur, bien sûr, là, mais pas pour l'instant. Mais c'est sûr que, à mon avis, le Québec a une longueur d'avance sur les autres provinces avec l'énergie, une énergie verte, premièrement. Il n'y a pas nécessairement d'abondance, là, mais quand même, il y a une longueur d'avance. Alors, pour ce qui est d'énergie, pour l'instant, c'est pas un facteur. Mais, par exemple, pour venir à la taxe du carbone, ça, c'est une politique qui a été vraiment mal ficelée, qui pénalise la filière alimentaire. On en parle rarement, mais au Québec, bien sûr, on a une taxe harmonisée avec la Californie. On a misé sur le marché du carbone plutôt que la taxe sur le carbone. Mais quand même, les entreprises agroalimentaires au Canada sont pénalisées. Ils ont des exemptions. Les producteurs ont des exemptions, mais le problème avec ces transactions-là, c'est qu'il y a des coûts à tout ça. Il y a des coûts à maintenir tout ça. Et la taxe sur le carbone va continuer à augmenter. Là. Elle va augmenter encore au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Moi, j'ai toujours préconisé qu'on devrait inciter les entreprises à adopter de l'énergie verte pour diminuer leur empreinte carbone en leur donnant justement des incitatifs et non pas des pénalités. Et là, actuellement, on a toujours, par rapport à l'environnement, on a toujours misé sur, en fait, le bâton et non pas la carotte. Et tout ça devrait changer, là. Et on peut penser aussi que des éventuelles négociations avec le gouvernement américain et l'administration actuelle pourraient peut-être aider peut-être justement en palliant aux différents disons manques qu'on a, la rareté de la viande, la rareté de ces aliments-là, en rétablissant une plus grande harmonie avec nos voisins du Sud, peut-être que ça pourrait améliorer aussi les choses. Oui, absolument. Tu sais, comme la Nouvelle-Zélande ont fait un choix il y a bien des années, les années 80-90, à vraiment devenir... ils ont misé sur le développement durable parce qu'ils savaient que c'était pour être un avantage concurrentiel. Puis si ça ne l'est pas un avantage concurrentiel, au moins
ils ont cet acquis-là. Moi, je pense qu'on devrait faire la même chose. Peu importe qui est à la Maison-Blanche. Puis en plus, on a décidé un peu de diversifier notre portfolio au niveau du commerce international, ce qui est souhaitable. On devrait justement, en fait, regarder comment on peut diminuer notre empreinte environnementale, même si c'est pas significatif au Canada. On parle de moins de à peu près de 1,3 % des émissions de gaz à effet de serre de partout dans le monde. C'est pas grand-chose, mais quand même, avec les ressources qu'on a au Canada, on peut faire quelque chose de formidable. Et une autre partie de la solution, c'est bien sûr de bien s'informer ce qu'on peut faire en vous suivant sur vos réseaux sociaux à The Food Professor. Sylvain Charlebois, j'invite également nos auditeurs à aller lire ce rapport annuel sur les prix alimentaires 2026 dans sa 16e édition, dis-je, et dans lequel vous êtes un des chercheurs principaux. Alors, Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et dans la deuxième partie de cette émission, j'ai la joie d'être en compagnie du politologue Marc Chevrier. Bonjour. Bonjour. Marc Chevrier, ça fait plusieurs fois qu'on vous reçoit pour discuter de ces différentes, de cette séquence où on voit les différents paliers de gouvernement, que ce soit au provincial et au fédéral, décident de légiférer en matière religieuse. Peut-être que c'est une conséquence justement de ce qu'on a nommé à plusieurs égards le retour du religieux qui se fait même du côté catholique, le plus surprenant qu'on pourrait penser avec le nombre de baptêmes records un peu partout, notamment en France. Ça fait les manchettes à chaque année à Pâques. Mais revenons d'abord sur la scène provinciale, puisque Jean-François Roberge a publié un projet de loi, le projet de loi numéro 9, loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, qui a même été publié, ou disons, dont l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux avec une belle vidéo et même une belle signature se terminant au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Et voilà, reprenant un peu la formule de François Legault qui nous avait habitués un peu à tout ça. Alors, d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu le projet de loi 9? Qu'est-ce que ça ajoute à l'édifice législatif du gouvernement du Québec sur la religion et la laïcité? Bien, écoutez, avant de parler du contenu, il faut aussi voir ce que fait la loi dans son ensemble. Vous savez, on parle évidemment depuis plusieurs années au Québec de laïcité, de la présence des religions, des croyances religieuses dans l'espace ou les institutions publiques. On a en mémoire, bien sûr, la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, adoptée en 2019, après un certain débat, mais qui lui-même avait duré pendant plusieurs années. Rappelez-vous, la commission Taylor-Bouchard, qui avait enquêté sur les demandes d'accommodement religieux au Québec, qui suscitaient la controverse. Et les libéraux avaient finalement adopté une loi en 2017, une loi sur la neutralité de l'État et sur la question des accommodements religieux. Et donc, il y a eu cette loi-là. Il y a eu une tentative de charte des valeurs lorsque le Parti québécois était au pouvoir, charte des valeurs déposée par Bernard Drinville. Mais le projet n'a pas abouti. Et finalement, il y a eu la loi sur la laïcité, qu'on connaît maintenant un peu, puisqu'elle a été abondamment discutée, commentée, critiquée, et on sait aussi qu'elle est contestée devant les tribunaux. Alors, qu'est-ce que fait la loi 9 de M. Roberge? C'est qu'à mon avis, elle est en train de changer, je dirais de manière peut-être encore plus significative, la législation québécoise sur les religions que ce qu'a fait la loi 21. Je vais vous dire pourquoi. La loi 21, elle s'est ajoutée à ce qui existait déjà. Mais il y avait déjà des choses avant la loi 21. Il y avait la loi de 2017, adoptée par les libéraux, qu'elle a modifiée sans l'abolir. Et il y avait une loi qu'on avait complètement oubliée, la loi sur la liberté des cultes, qui justement garantit la liberté de culte partout au Québec. Et on en fait même un principe qui est dans la Constitution de l'État québécois. C'est ce qui est marqué. Et cette loi-là prévoit même des peines, mais
pour le fait de troubler l'ordre dans des lieux de culte. On peut penser cet été, justement, il y a eu un pasteur, chanteur protestant qu'on a qualifié de pro-Trump qui avait fait justement son concert de louange. Donc, on est à mi-chemin entre le concert et le culte, justement, dans une église. Et là, il y avait eu des interventions de l'État. Et là, il y a eu un litige par rapport à ça. Donc, on est un peu dans cette ambiance-là où est-ce que le principe de la liberté de culte est enchâssé dans les différentes chartes. Mais en même temps, on essaie justement de restreindre la liberté religieuse, disons la pratique religieuse, dans des lieux et des moments très, très circonscrits, d'une certaine façon. Mais justement, qu'est-ce que fait le projet de loi 9? Il abolit, il abroge, c'est le terme juridique qu'on utilise, la loi sur la liberté des cultes, c'est fini. La loi de 2017 adoptée par les libéraux, c'est fini. Et on remplace ça par à la fois des modifications qu'on apporte à la loi 21 pour renforcer encore plus la portée de la laïcité dans les institutions publiques et même par-delà. Et on ajoute une nouvelle loi. Donc, maintenant, on aura une deuxième loi qui, justement, va s'ajouter à la loi 21. Et puis, cette loi-là, elle porte un titre. Donc, il s'agit donc la loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public. Donc, on va avoir la loi 21 renforcée et en plus une autre loi qui vise la neutralité religieuse de l'espace public. Alors, on pourra en discuter, là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, d'une certaine façon, le législateur québécois, si on adopte le projet de loi de M. Roberge, est en train de nous dire, je vais créer un nouveau système de la laïcité qui va complètement faire litière, remplacer donc ce qui existait déjà. Alors, qu'est-ce que concrètement le projet de loi va faire? Alors, d'abord, il va étendre le principe de la laïcité à toutes sortes d'organismes. Par exemple, les CPE, les garderies subventionnées, les écoles privées subventionnées, les établissements de santé conventionnés, les ressources intermédiaires pour les personnes âgées, etc. Donc, tous ces organismes-là seront également assujettis au principe général de la laïcité. On va exiger que à l'intérieur de plusieurs services ou organismes, justement, les services soient donnés à visage découvert. Donc, pour les requérants, ce n'est pas seulement pour ceux qui offrent ces services, mais également les élèves ou les usagers, les clients, en fait, peu importe, vont devoir eux-mêmes se présenter à visage découvert. Donc, ce principe-là va être énoncé pour les services de garde à l'enfance, pour l'éducation postsecondaire, donc les cégeps, les universités, et en fait, tout organisme soumis au principe de la laïcité. Il y aura aussi une interdiction générale de toute pratique religieuse dans des lieux appartenant à un organisme soumis à la laïcité. Il y aura quelques exceptions, là, donc Palais du Congrès à Montréal ou à Québec, donc quelques exceptions à ce principe général. Mais l'idée, c'est qu'il n'y aura pas de pratique religieuse dans tous les lieux qui relèvent d'un organisme soumis à la laïcité. Ensuite, on sait que la loi 21 s'est fait connaître par l'interdiction du port de signes religieux pour les membres du personnel qui exercent une certaine autorité. Alors, ce principe-là est bien sûr maintenu, mais sera étendu donc au personnel qui travaille dans les CPE, les garderies, au personnel qui travaille dans les écoles privées agréées, donc subventionnées, et même dans les services qui dispensent des programmes pour les immigrants. Donc, on voit qu'on ajoute donc au principe déjà établi à la loi 21. On va également on va interdire aux organismes soumis à la laïcité d'offrir des régimes alimentaires entièrement soumis à un précepte religieux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, par exemple, imposer
une alimentation entièrement gouvernée par un précepte religieux. On pourra peut-être le faire, mais il faudra que ce soit facultatif. Il faudra qu'il y ait quand même une offre alimentaire sans connotation religieuse. Ensuite, on va même permettre néanmoins aux écoles privées agréées, donc subventionnées, de consacrer des heures d'enseignement gouvernées par les préceptes religieux, mais seulement en dehors du programme régulier. Donc, en fait, on leur dit clairement, quand vous enseignez le programme régulier, vous devez le faire d'une manière entièrement laïque, sans référence à quelque précepte religieux que ce soit. Et donc, ça, c'est le premier aspect de la loi, projet de loi C9. Donc, on voit qu'on étend de plusieurs façons le principe de laïcité au fonctionnement des organismes publics ou parapublics ou qui reçoivent des subventions de l'État. Donc, on voit qu'il y a plusieurs degrés. Mais Marc Chevrier, à ce domaine-là, là, on avait aussi parlé, vous et moi, justement, on incorporait dans la conversation les différentes idéologies qui peuvent, elles aussi, même s'ils ne font pas référence à un dieu quelconque, elles peuvent, elles aussi, être considérées comme parfois sectaires, parfois du domaine du religieux, de la croyance. On peut penser, par exemple, à certaines dérives de l'idéologie trans qui vient jusqu'à nier dans les cours de biologie la différence entre les hommes et les femmes. Alors, on peut penser dans des cas comme ça qu'il s'agit de préceptes, on peut même peut-être étendre jusqu'à la religiosité de certaines croyances comme ça idéologiques. Est-ce que le projet de loi visant la laïcité, à renforcer la laïcité actuelle que vous venez d'énumérer en matière, ce qui nous venait en tête, c'était d'abord peut-être le halal pour les CPE, le voile et tout ça, là. Même si on garde un langage, disons, plus large, là, on ne le nomme pas comme tel, mais on sait à quoi ça peut faire référence dans le cas précis parce que c'est ça qui dérange dans l'opinion publique aujourd'hui. Mais est-ce que ça va s'appliquer aussi dans ces dérives idéologiques? Est-ce que ça peut s'appliquer ce renforcement de la loi? Est-ce que ça peut s'appliquer aux idéologies selon vous, Marc Chevrier? Bien, écoutez, je vous dirais, le problème avec ce projet de loi, comme avec d'autres textes législatifs, c'est qu'on renvoie toujours au religieux sans le définir. Donc, qu'est-ce que le religieux? La loi ne dit rien. En fait, c'est comme si on supposait qu'il y avait un sens commun du religieux qui ferait en sorte que n'importe qui pourrait facilement dire, voilà, cela est religieux, cela ne l'est pas. Mais la loi, ou le projet de loi, celui-là, ni la loi 21, ni d'autres lois, ne disent ce qu'est le religieux. Donc, alors, quand on lit les déclarations des députés, des ministres, des politiciens ou des commentateurs, des analystes, alors évidemment, on parle souvent des religions au sens des grandes religions spirituelles, théistes le plus souvent, mais ça peut inclure des religions comme le bouddhisme, etc. Mais est-ce que ça inclut ce que certains appellent les religions séculières? Ça inclut les idéologies qui sont finalement des variantes sécularisées d'anciennes religions, de dogmes religieux, d'anciens dogmes religieux. Comme le marxisme, par exemple. Le marxisme. Rappelez-vous que Raymond Aron, sociologue français, disait du marxisme que c'est une hérésie chrétienne. Donc, mais le projet de loi n'en parle pas. Et justement, ce qui m'amène à un autre point. Alors, comme je l'ai dit, le projet de loi C9 ajoute, pas le projet de loi C9, le projet de loi 9, là, on se mélange. Là. C9, c'est la loi fédérale. Mais le projet de loi 9, là, celui de Roberge, ajoute une nouvelle loi, comme je l'ai dit. Donc, une loi favorisant la neutralité religieuse, notamment dans l'espace public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité religieuse de l'espace public? Bien, ça veut dire, selon le projet de loi, qu'on n'autorise pas les pratiques religieuses collectives sur la voie publique ou dans les parcs publics, à moins que cette pratique religieuse collective n'ait été autorisée par la municipalité, par une résolution du conseil municipal. Alors,
quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire, on a plusieurs difficultés. D'abord, Parce qu'il il serre la vis au niveau provincial, mais il renvoie ça dans le cours des villes en même temps. tout à fait, tout à fait. Sauf que on présume que finalement toute manifestation collective de croyance ou de la foi religieuse serait quelque chose d'illicite. Il serait une atteinte à la neutralité de l'espace public, à moins d'avoir été préalablement autorisé. Mais d'abord, il y a deux questions. Qu'est-ce que le collectif? Est-ce que ça commence à 2 personnes, à 3, à 4, à 5? Et ensuite, il y a l'autre question que vous avez soulevée. Qu'est-ce qui sera religieux? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, des écologistes qui croient la Terre Mère Gaïa se réunissent dans un parc, ils font une cérémonie d'imploration à la Terre ou aux ancêtres qui ont peuplé la Terre, etc. Donc, est-ce que c'est du religieux? J'imagine une autre situation. Vous avez des familles ou des amis qui vont faire un pique-nique. Et puis, avant de commencer leurs agapes, ils font une petite prière. Est-ce qu'ils vont se mettre en contravention automatiquement avec ce que dit cette nouvelle loi parce qu'ils n'ont pas demandé une approbation du conseil municipal? Alors, vous voyez dans quelle difficulté on va se trouver. Mais par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'on abolissait la loi sur la liberté des cultes. Et je crois que, à mon avis, mon humble avis, c'est une erreur. La loi sur la liberté des cultes était, oui, ancienne. Il y avait plusieurs dispositions désuètes. Là. Quand on regarde là, les dispositions qui cherchaient à maintenir le bon ordre dans les lieux de culte, bon, on parlait d'infractions, on parlait encore des marguilliers, du trot à cheval, on prévoit des pénalités de 2 à 8 $. Donc, c'est complètement dépassé. Mais, à mon avis, la notion de liberté de culte a son utilité en droit. Parce que la liberté de culte, justement, elle connote une idée collective de la croyance religieuse. Quand vous interrogez les sociologues qui font de la sociologie des religions, lorsqu'on parle de la liberté de culte, ça renvoie à la dimension communautaire de la religion. Ce n'est pas juste un acte individuel isolé. C'est un signe visible de la possibilité de se réunir. Et finalement, c'est une extension de la liberté de conscience, finalement. Oui, et on pourrait dire aussi que c'est une actualisation de la liberté de réunion et de liberté d'association. On a souvent tendance à penser que parce que quelque chose est religieux, on ne doit pas le considérer comme la manifestation de la liberté d'association, de réunion. Mais bon, peu importe qu'on se réunisse avec une intention religieuse ou pas, ben on se réunit quand même. Et ça, c'est quand même un droit fondamental que de se réunir, pourvu qu'on ait un but lucide. Mais la liberté de culte, elle renferme cette dimension collective dans la pratique et la foi religieuse. Alors, si vous éliminez cette dimension et que vous ajoutez une interdiction générale de toute manifestation collective de la religion dans l'espace public, dans ce cas-là, vous réduisez la liberté religieuse à quelque chose d'individuel, de secret, de caché. Et c'est un peu ce que dit la nouvelle loi que contient le projet de loi 9, c'est qu'au fond, elle nous dit la liberté de pratiquer une quelconque religion, finalement, n'est tolérée que si vous le faites à l'intérieur d'un lieu de culte. Et d'ailleurs, le projet de loi 9 protège la pratique religieuse dans un lieu de culte et il prévoit même des pénalités si on essaie d'en troubler l'exercice ou d'y faire entrave. Bon, mais c'est une manière de dire que la liberté religieuse au Québec, c'est quelque chose qui doit s'exercer en privé et qui ne doit pas déranger l'espace public. Il y a une dimension aussi parce que, il y a l'espace public qui n'est pas nécessairement la même chose que l'État en lui-même et les services qu'il va donner. Là. Donc, on peut peut-être comprendre davantage lorsque, il s'agit d'un policier ou de vraiment l'État
qui donnent des services, peut-être que la neutralité pourrait avoir une vision, disons, une manifestation plus restrictive au sens où on désire qu'aucun groupe collectif d'une religion s'accapare l'institution de l'État. Et d'autre part, on peut faire la distinction avec les lieux publics où est-ce que là, c'est vraiment plutôt, disons, peut-être, oui, responsabilité, disons, étatique, par exemple les municipalités pour les parcs et tout ça, mais en même temps, une plus grande liberté puisque c'est un lieu qui est libre de service et donc il appartient aussi, il est comme mitoyen avec la société civile. Donc là, on pourrait dire que bon, la rue, elle est plus du côté de la société civile que par exemple un CPE où est-ce qu'il est vraiment financé par l'État. Donc à ce moment-là, pour tous les groupes religieux justement qui se sentent un peu exclus de la possibilité de s'exprimer dans les lieux pour, disons, sous la gouverne de l'État. Est-ce que ça pourrait être une des solutions? C'est de réduire la taille de l'État pour faire en sorte que la société civile ou les religions ont leur place puissent jouer leur rôle. Mais parce que là, vous avez mentionné justement au départ que c'est surtout subventionné, donc les institutions privées subventionnées. Donc, on fait dépendre la subvention du respect de cette vision de la laïcité. Mais si, par exemple, on décidait d'enlever toutes les subventions aux écoles privées et de faire en sorte que les parents qui envoient leurs enfants dans des institutions comme celle-là aient un crédit d'impôt proportionnel. Alors là, ça serait plus une subvention, mais simplement la société civile qui réussit à financer ses propres institutions toute seule. Est-ce que, disons, un désengagement de l'État pourrait donner justement un espace plus grand et permettre d'un côté d'avoir des institutions étatiques très neutres, très laïques, d'une part, comme le souhaite le gouvernement, mais d'autre part, laisser à la société civile la liberté de pouvoir créer des institutions dans des domaines mitoyens, comme le domaine de santé, le domaine, disons, de responsabilité mixte, là. Domaine soins de santé de l'école. Je sais que c'est un changement de paradigme qui sort un peu de la social-démocratie telle qu'on l'a conçue aujourd'hui, mais est-ce que justement ce conflit-là entre la possibilité des religions de s'organiser et d'apparaître publiquement serait disons, mieux respecté si l'État était plus petit et s'il ne faisait moins dépendre la société civile de ses subventions? Marc Chevrier. Ben écoutez, là, vous soulevez tout un débat. Je dirais deux choses. La première, c'est que je dirais qu'un des enjeux de la loi 21 et du projet de loi 9, au fond, c'est qu'il nous brosse un certain portrait de ce qu'est en train de devenir le Québec. C'est-à-dire, on a un État qu'on dit national, mais qui est un État national qui cherche à étatiser sans cesse plus la société civile. Comme si finalement, il n'y avait pas beaucoup d'espace libre en dehors de lui. Et donc, effectivement, j'ai énuméré tout à l'heure tout ce que faisait le projet de loi 9, il étend de diverses façons les principes de la laïcité à toutes sortes d'organismes qui ne sont pas strictement des organes centraux de l'État. Donc, des organismes subventionnés, des ressources parallèles, communautaires, etc. Donc, et effectivement, c'est comme si l'État, à travers le principe de laïcité, finalement, cherchait à englober pas seulement l'appareil dirigeant central, mais finalement toutes ces ramifications qui se trouvent dans la société et ramifications qui souvent s'expriment dans un espace qui est un espace public, mais qui, comme tel, n'est pas la fonction publique. Alors, souvent au Québec, on ne fait pas la distinction entre différents espaces. Par exemple, on pourrait distinguer utilement, et je sais qu'en France, certains le font, distinguer l'espace privé, donc c'est ce qui est propre aux personnes, à la famille, à l'individualité. L'espace social, donc l'espace social, c'est à la fois la rue, c'est les parcs, mais c'est par exemple les entreprises. Quand vous allez travailler dans une entreprise, vous n'êtes pas dans votre maison.
D'ailleurs, il y a tout un débat, est-ce qu'on préfère travailler à la maison que travailler en entreprise, dans les bureaux? Mais justement, parce que travailler dans un bureau ou une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est être exposé à la vue des autres. C'est travailler avec les autres en dehors de son intimité privée. Mais ce n'est pas l'État pour autant. Donc, il y a l'espace social, et puis ensuite, il y a l'espace de l'État lui-même, c'est-à-dire donc ces organismes qui administrent des programmes, des lois, etc. Puis on distingue différents organismes, différents pouvoirs. Bon, alors, mais ce que fait le projet de loi finalement neuf, c'est qu'il brouille, à mon avis, il brouille les frontières entre l'espace social et l'espace de l'État. C'est un peu comme si l'espace social était absorbé dans l'État. D'ailleurs, quand vous lisez le projet de loi 9, la nouvelle loi qu'il comporte prévoit d'étendre des règles pour les demandes d'accommodement raisonnable, pas seulement pour les organismes privés, publics, mais également pour les entreprises. Donc, on va loin, là. C'est-à-dire que, et c'est un exemple du fait qu'on brouille finalement les séparations entre l'espace social, qui n'est pas l'espace privé intime, mais qui n'est pas non plus l'État. Et dans l'espace social, bien, effectivement, il peut y avoir évidemment les organismes communautaires, les églises, les confessions religieuses, qui elles-mêmes peuvent avoir une polarité intime comme une polarité sociale. Donc, je dirais, première chose. Deuxième point que vous soulevez dans votre question, évidemment, c'est la question de l'autonomie, justement, de la société civile dans l'espace social vis-à-vis de l'État. Et ensuite, est-ce que l'État peut lui-même se désengager ou prévoir d'autres modes d'action que, justement, la direction publique de certains services? Alors, au Québec, il y a un concept qu'on utilise peu, et à mon avis, on gagnerait à le faire, c'est ce qu'on appelle la liberté de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que la liberté de l'enseignement? Et c'est une liberté qui est reconnue dans plusieurs pays, dans les textes de loi. Cette liberté de l'enseignement, elle est reconnue aussi dans la Convention sur les droits de l'enfant, qui est une convention de l'ONU. Le Canada comme le Québec l'ont ratifiée, mais je ne crois pas qu'ils ont adopté de loi de mise en œuvre. Alors, c'est un peu technique tout ça, mais en fait, tout ça pour dire que c'est un concept assez universel, la liberté de l'enseignement. Et qu'est-ce que ça veut dire, la liberté de l'enseignement? Ça veut dire que l'État n'a pas un monopole sur la prestation des services éducatifs. Ceux-ci peuvent être donnés également par les individus, par les associations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes de prestation des services éducatifs. Ça peut passer par une organisation publique centralisée, mais ça peut se faire également par des organismes issus de la société civile. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté de l'enseignement. Alors, même dans un pays qui est très laïque comme la France, c'est une liberté qui est reconnue par les plus hauts tribunaux. Et au Québec, à mon avis, cette liberté de l'enseignement, je crois qu'on devrait la défendre davantage au nom d'un sain pluralisme dans la dispensation des services publics. C'est-à-dire, il est bien que nous ayons une école publique, un système public, mais à mon avis, il est aussi essentiel qu'il y ait une liberté reconnue à la société civile de dispenser ces services, pourvu que, bien sûr, on réponde à certains standards communs. C'est ce qu'on fait généralement. Et cette notion-là de liberté d'enseignement, à mon avis, justement, le projet de loi 9, à mon avis, diminue cette liberté d'enseignement. Parce que là, on cherche même à étatiser les écoles privées. Alors, on leur dit finalement, oui, vous allez rester distinct quant à votre mode de fonctionnement, mais dans les faits, vous allez sur le plan des programmes, sur le plan des grands principes, être identique aux écoles privées, aux écoles publiques. Alors, ce qui est assez ironique parce qu'on le voit comment l'État est de moins en moins capable de prendre soin de ses propres responsabilités qu'il a déjà. Et là, c'est comme s'il essayait de peut-être camoufler un peu cette incapacité en essayant d'étendre toujours plus sa capacité d'agir, comme si on pouvait arriver à d'autres résultats en utilisant la même médecine. Marc Chevrier, j'aurais peut-être une dernière question.
pour vous sur cette question justement de l'incapacité peut-être culturelle du Québécois à faire la distinction des ordres entre le social, le public, le privé, l'étatique et tout ça. Donc oui, ce sont des ordres dont les distinctions sont pas superflues on voit aujourd'hui comment le fait de ne pas les faire entraîne des questions, entraîne des problèmes au niveau juridique et même une réduction de certains droits et de respect de certaines sphères de la vie en société. Marchevrillier, peut-être, est-ce que selon vous, puisqu'on le sait, le Québec vient d'un monde où le politique et le religieux a été mêlé, bon, naturellement, oui, durant la Nouvelle-France, mais peut-être d'une manière plus étendue que celui depuis la Révolution française, 1789. Au Québec, on parle de notre révolution, disons, notre distinction des pouvoirs est arrivée en 1960, donc plusieurs siècles plus tard. Selon vous, Marc Chevrier, est-ce que, justement, puisque nous arrivons d'une culture où est-ce que le pouvoir était catholique, l'école était catholique, la vie intime était catholique et tout le monde, entre guillemets, était catholique. Est-ce que, selon vous, cette propension de l'État, justement, à essayer d'avoir un ordre unifié, à la fois métaphysique par cette laïcité, mais aussi de l'État, de la société civile, cette vision unitaire, uniformisatrice qui est celle du gouvernement actuel, à tout le moins dans sa manifestation du projet de loi qu'on voit. Est-ce que, selon vous, ça vient du fait est-ce qu'il y a une racine commune? Est-ce que, justement, ça vient d'une espèce de nostalgie de ce temps où est-ce que le métaphysique et le temporel, le spirituel et le temporel étaient unifiés, selon vous? Est-ce qu'il peut y avoir un lien de généalogie, de causalité entre l'avant 1960 et l'aujourd'hui, tel qu'il se présente, selon vous? Peut-être, effectivement, c'est une hypothèse. Il y a peut-être, oui, une espèce de, comment on dit, d'inclination à imaginer que l'état idéal est celui qui fusionne le spirituel et le politique. Et peut-être que c'est ce que nous voyons émerger, mais sous d'autres formes, non pas les anciennes formes qu'on a déjà connues, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire que le religieux est à la fois ce qui justifie l'état d'exister, parce qu'il justifie son existence en voulant nous protéger du religieux, mais en même temps, l'État devient finalement presque totalitaire dans son ambition à tout régenter. Et au point même de penser qu'il n'y a pas d'autre bien que son bien propre. Mais est-ce que justement le totalitarisme ou cet autoritarisme n'est-il pas aujourd'hui, disons, un signe que l'autorité se fait elle-même englobante jusque dans le métaphysique? Elle refuse que des métaphysiques ou des croyances divergentes de ce système unifié s'expriment finalement. Est-ce que c'est justement en modernité, l'autoritarisme est le signe d'une espèce d'archaïsme religieux qui perdure? Ben, justement, vous me faites penser à un philosophe qu'on est en train de redécouvrir au Québec, on a un peu oublié, Charles de Coninck, qui était quand même un de nos grands philosophes au Québec. Il est mort en 1965, juste un peu la fin de Vatican II. Et c'était à la fois un philosophe des sciences et un grand interprète d'Aristote et Thomas d'Aquin. Et il disait dans un de ses textes que l'État, je le paraphrase, là, l'État devient totalitaire quand il refuse de reconnaître que les citoyens puissent chérir un bien qui est supérieur au bien propre à l'État dans leur sphère privée. C'est-à-dire que, oui, il doit y avoir un bien commun dans une cité pour qu'elle puisse gouverner et l'État doit pouvoir le défendre, mais ce bien commun lui-même suppose que les individus ont l'autonomie de chercher peut-être un bien plus grand ou plus parfait dans leur intimité, dans leur vie intime, dans leur vie familiale, et même justement, on parlait de l'espace social, dans leur action sociale. Et donc, et quand l'État refuse d'envisager cette possibilité que les individus puissent chercher un bien plus parfait dans leur sphère d'autonomie que le bien public général, et bien justement, là, on tombe dans le totalitarisme. Et c'était ce qu'il disait dans un très beau texte sur la confessionnalité.
Oui, puis justement, dans ce temps, à cette époque-là, dans un texte sur la confessionnalité, oui, mais à l'époque, la confessionnalité, c'était justement le régime. Et donc, on peut comprendre à quel point son discours au moment où il le faisait était, on peut penser aussi au Père Lévesque, justement, et comment, à l'intérieur même de l'Église, ce type de discours pouvait faire scandale à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un peu, ça s'est retourné. C'est maintenant, peut-être à l'époque, c'était l'Église qui refusait un peu cette distinction des ordres, et aujourd'hui, c'est l'État qui refuse un peu cette distinction des ordres. Donc, comment brièvement arriver à un meilleur compromis? Est-ce que, selon vous, ce projet de loi 9 y arrive, ou est-ce qu'on fait un pas de plus vers, justement, le contrôle des consciences lorsqu'elle ne soutient pas le projet du modèle québécois tel qu'on l'a conçu depuis les années 60, selon vous, Marc Chevrier? Ben écoutez, j'ai l'impression, pour conclure, qu'avec le projet de loi 9, on passe de la laïcité, qui était un peu l'horizon de la loi 21, on passe de la laïcité à ce que certains appelleraient le laïcisme. Le laïcisme étant défini peut-être plus comme une politique hostile ou indifférente aux faits religieux qui est cependant tolérée. Donc, finalement, on permet, au nom des libertés de religion, que le religieux s'exprime, mais on le voit finalement comme quelque chose de nuisible, d'embêtant, de dérangeant. Donc, il faut le contenir, il faut le rationaliser, il faut même le parquer. Et donc, il y a un peu de ça, à mon avis, qui commence à s'exprimer dans la législation québécoise. Peut-être aussi un aveu de faiblesse, là, peut-être législatif, puisqu'on se rend compte que l'État, entre guillemets, dans sa vision monolithique du contrôle des consciences, sent menacé et donc légifère pour pouvoir se donner des pouvoirs supplémentaires qu'il pense avoir besoin pour garder ce contrôle. Mais peut-être peut-on lui souhaiter une vision plus large, justement, de l'unité de la société, au-delà de cette vision restrictive qu'il semble mettre de l'avant aujourd'hui. Marc Chevrier, je rappelle que vous êtes professeur dans le réseau des universités du Québec, politologue et presque maintenant chroniqueur au Libre Podcast, puisqu'on vous reçoit assez souvent pour parler de ces enjeux liés à la laïcité qui, disons, ont le haut du pavé. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de la loi C9 au fédéral, qui elle aussi semble très, disons, faire peu de cas de légiférer en matière de croyances religieuses, là, mais on va pouvoir y revenir dans un prochain rendez-vous. Marc Chevrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bon joyeux Noël à vous et bonne année à toute votre famille. Eh bien, merci bien et joyeux Noël également. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.